Et désolée, la dernière fois, Yvon, quand tu l'avais présenté, j'avais une autre activité, alors j'ai dû quitter plus tôt, j'ai pas pu complémenter ma pensée. C'est pour ça que j'avais suggéré de défaire ces compléments. Alors, je remercie beaucoup l'opportunité. Euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de présenter les sujets. Je ne pensais pas du tout de faire une conférence sur le chamanisme au centre spirit, mais comme vous avez apporté les sujets et qui, moi, je travaille depuis plus de 20 ans maintenant dans l'espiritisme et qui je travaille depuis 5 ans au moins avec le chamanisme, je trouvais que c'était intéressant de montrer le chamanisme euh, à partir de quelqu'un qui connaît les deux avec expérience et pas juste sur les informations qu'on trouve dans les livres. Alors, si tu veux avancer, Yvon. D'abord, je voulais aussi m'excuser pour, il y a des erreurs des grammaires. Je suis sur un ordinateur prêté parce que les miens ne fonctionnent plus. Et cet ordinateur est en anglais et il n'y a pas toutes les fonctionnalités. C'est pour ça que j'arrive pas à partager parce que c'est un Mac avec lequel je suis pas habituée. Et il faut, c'est un ordinateur à ma soeur, j'ai besoin de son code pour pouvoir installer des choses. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu manuellement, mais bon, alors désolée. Mais bon, les sources pour cette présentation, c'est sûr qu'il y a des études, des lectures, mais j'essayais de départir surtout de mon expérience, de vraiment de ce que j'ai vécu depuis que je pratique le chamanisme. Alors, il y a des formations, lectures, expériences personnelles. D'abord, j'ai fait 3 ans des thérapies chamaniques comme receveur avant de connaître le chamanisme entre 2021 et 2024. Alors, avec une thérapeute chamane pendant la pandémie en ligne. Après ça, avec cette même thérapeute, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Shirlene Moura. Elle est responsable du travail de chamanisme dans un centre spirit universaliste au Brésil qui s'appelle Casa do Consolador. Alors, j'ai fait la formation en thérapie chamanique avec elle, 120 heures en 2023. Après ça, j'ai fait une formation en chamanisme qui aurait dû être avant, mais c'est juste parce qu'elle ne donnait pas avant. Alors, j'ai fait ces 2 formations avec elle. Après ça, j'ai décidé de travailler avec le chamanisme, mais faire une formation ici aussi. Et là, j'ai découvert l'école de chamanisme transculturel du Québec. Et c'est surtout ça que je pratique aujourd'hui. Alors, j'ai fait la formation entre 2024 et 2025. La formation se donne maintenant à Montréal comme en Gaspésie et à l'intérieur du Québec. Après ça, j'ai continué à participer à des cercles de formation chamanique. Alors, j'ai à peu près en 500 heures des pratiques entre cours et pratiques après les cours. Alors, je partage aussi mon expérience personnelle lors de ces pratiques et mélanger mes connaissances, études personnelles de la spiritualité qui ne s'englobe pas juste les spiritismes ni juste les chamanismes. Alors, si tu peux avancer, Yvon. Bon, d'abord, le chamanisme, il est méconnu d'abord à cause du chamanisme lui-même, parce que ça a toujours été une connaissance protégée qui passait de chaman à chaman. La communauté où les chamans vivaient comprenait ces principes, mais n'était pas initiée, si on peut dire, à la pratique du chamanisme. Alors, ça restait comme une compréhension superficielle. Et il y a eu aussi beaucoup de persécutions politiques et religieuses. Ça, depuis très longtemps, depuis les Moyen Âge, jusqu'à nos jours, comme on a vu, comme ici au Canada, avec tout ce qui s'est passé avec les Amérindiens, ça s'est passé aussi dans la majorité des pays partout sur la planète, des choses similaires. Alors, il y a eu vraiment un effort de destruction des cultures anciennes, des peuples originaires. Il y a eu beaucoup de pertes de connaissances, même dans les générations amérindiennes plus récentes. Ce qu'on trouve, la majorité des choses qu'on trouve sur les chamanismes, malgré qu'il y a comme un intérêt croissant aujourd'hui, alors il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui sont en train d'étudier, mais ce qu'on trouve, c'est beaucoup des descriptions qui ne parlent que des aspects extérieurs de la pratique et qui ont beaucoup de préjugés
inclus. Des auteurs que je trouve qui sont bien, Carlos Castaneda, j'imagine que vous connaissez, dans ses livres, il décrit vraiment son vécu. Alors, on peut avoir une idée de ce que c'est, mais ça reste comme quelque chose de fantastique, parce que c'est une expérience très personnelle. Mircea Eliade, il fait l'étude approfondie et comparative des religions, alors c'est vraiment une bonne source aussi. Puis c'est quand même approfondi lui-même dans la pratique du chamanisme, alors c'est pas juste une description extérieure. Mais ce qui se passe, c'est que la vraie transmission des connaissances, elle passe par l'expérience et non par la théorie. Le chamanisme, il ne peut pas être vraiment compris sans être vécu. Je peux vous donner 10 cours théoriques, puis encore là, on ne comprendrait pas c'est quoi le chamanisme. C'est quelque chose que vraiment, il faut expérimenter pour le sentir. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui les pratiquent. Il y a comme une espèce de chamanisme nouveau. Mais il n'y a pas toujours une bonne compréhension de ce qui est fait et ce n'est pas toujours guidé par des personnes qualifiées. Je peux avancer, s'il te plaît. Alors, le chamanisme transculturel que j'ai étudié ici au Québec, il a son origine avec Michael Harner. Je ne sais pas si vous connaissez, il a un livre qui est très connu, qui est La Voix du chaman, très connu dans les milieux. La Voix du chaman, un manuel des pouvoirs et guérison, qui est apparu en 1980. Lui est décédé, en ce moment, il est décédé en 2018, mais depuis les années 1950, bon, d'abord, comme il était anthropologue, c'était dans son champ d'études, mais il a décidé, suite à des expériences qu'il a eues en Amérique du Sud, il a décidé d'étudier le chamanisme vraiment partout sur la planète. Alors, il était vraiment initié à des pratiques chamaniques par des chamans, vraiment en vivant toutes les expériences qu'il vivait dans plusieurs cultures différentes. Et après avoir fait ces études-là, il a comme retiré de ça ce qu'il a appelé les core chamanisme, c'est l'essence du chamanisme. Alors, c'est ce qui se trouve dans toutes ces cultures-là et qui va au-delà des rituels, parce que chaque culture a développé des rituels, des façons de faire qui sont propres à ces cultures-là. Mais il a vraiment pris qu'est-ce qui est dans l'essence, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui se trouve partout. Et avec ça, il a fait la fondation pour des études chamaniques aux États-Unis en 79. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. La professeure avec qui j'ai fait, la fondatrice de l'école ici au Québec, qui allait étudier pendant 20 ans avec lui aux États-Unis avant de fonder l'école ici. Je pense que l'école était fondée en 2018-2019. Et alors, cette fondation aux États-Unis, ils donnent des formations en chamanisme et en guérison chamanique pour tout le monde. Il y a aussi un effort de préservation du chamanisme et récupération de l'héritage spirituel. Alors, ils donnent aussi des formations à des communautés amérindiennes qui ont perdu leurs connaissances chamaniques. C'est vraiment un effort de récupération de toutes ces connaissances-là. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, bon, j'aimerais d'abord commencer par qu'est-ce que le chamanisme n'est pas, parce que je pense que la méconnaissance commence de là. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas de la médiumnité non plus. Ce n'est pas un ensemble de rituels. Normalement, on va voir les rituels, puis on pense que c'est ça, mais les rituels, c'est vraiment juste l'apparence extérieure. Ce n'est pas des superstitions. Ce n'est pas une pratique dépassée, c'est encore très, très, très actuel. Et ce n'est pas de la sorcellerie. Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion entre sorcellerie et chamanisme. Je vais expliquer un peu plus loin la différence. Les prochains, s'il te plaît. Alors, le chamanisme, il est surtout connexion. S'il y avait un mot pour décrire, c'est vraiment ça, c'est connexion. Et c'est connexion avec quoi? Mais d'abord avec soi-même, avec notre essence, avec notre inconscient individuel, mais aussi l'inconscient collectif, les mentales supérieures, la source divine de tout, avec Dieu. À connexion avec la nature et la planète, parce que c'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on s'exprime, c'est ici que notre vie, notre essence a son expression. Les chamanismes, ils travaillent sur les corps subtils et la psyché.
il va utiliser et développer les facultés psychiques qui sont la paranormalité, ce n'est pas la médiumnité. C'est quoi la différence entre les deux? La médiumnité, elle a besoin des esprits pour que quelque chose se passe. Alors, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de médiumnité. La paranormalité, c'est la capacité propre de la personne. Alors, par exemple, des choses qu'on connaît dans l'espiritisme, les dédoublements. Quand on se dédouble pour aller à quelque part, on sort de notre corps en tant qu'esprit. Ça, c'est la paranormalité. Si ce dédoublement est provoqué par la présence d'un esprit, soit un guide ou un obsesseur, là, on peut dire que c'est la médiumnité. Mais quand c'est par nous-mêmes, c'est la paranormalité. La capacité de voir des esprits. Des fois, ça arrive avec l'influence d'un esprit. Des fois, c'est la personne elle-même qui a cette capacité et qui peut le voir partout. Alors, il y a beaucoup de facultés qu'on considère comme facultés médiumniques, mais qui en fait sont de la paranormalité. Dans l'espiritisme, on ne fait pas vraiment cette différence-là, mais ça existe. Souvent, on va appeler de animisme, sauf que l'animisme peut être un mot utilisé pour parler de la paranormalité, sauf que dans l'espiritisme, il a pris un autre contexte. L'animisme, c'est surtout quand la personne pense qu'il y a un esprit et va agir comme s'il y avait un esprit, mais c'est elle-même qui est en train de donner un message, ou parce qu'elle veut vraiment tromper et elle fait semblant qu'il y a un esprit. Mais c'est pas du tout la même chose, la paranormalité. C'est des vraies facultés que nous avons, et nous avons tous ces facultés-là. Développées dans un degré plus grand ou plus petit, dépendamment de combien on est connecté avec notre propre essence, de comment on est ouvert à ce genre de choses-là. Le chamanisme, c'est une pratique d'amour désintéressé. C'est un puissant outil d'auto-guérison. C'est un véhicule pour la guérison des autres et c'est un mode de vie respectueux de la vie. C'est aussi un mode de vie. La personne qui travaille avec le chamanisme, elle vit le chamanisme tout le temps parce qu'elle a sa perception ouverte. Puis elle est tout le temps consciente de la connexion qu'elle a avec tout. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, l'origine du chamanisme, mais c'est la forme la plus ancienne de spiritualité. C'est pour ça qu'on pense que c'est une religion et que souvent on va dire que c'est les précurseurs des autres religions. Mais en fait, le chamanisme n'est pas une religion, c'est une forme de communication avec notre propre essence et notre nature spirituelle. Et ça fait partie de la tradition de tous les peuples originaires de la Terre. Alors, avant même qu'il existait la communication entre les peuples, ils avaient déjà cette même façon de communiquer. Et dans les histoires, parce que dans tous les peuples, il y a aussi des histoires originaires pour expliquer comment ces connaissances sont venues. Une chose qui est en commun aussi avec tous les peuples, c'est qu'ils ont tous des histoires qui racontent que ce sont des êtres de l'extérieur du monde où on vit qui les ont apporté ces connaissances-là. Alors, à travers des allégories diverses, ils racontent la venue, l'apparition d'une étoile ou peu importe, différentes façons, quelque chose qui est tombé sur la Terre et qui les a apporté cette connaissance-là. Ça prend différentes formes, mais c'est toujours la même façon. Alors, les chamanismes, malgré qu'il y a ces mots n'existaient pas avant, mais il a quand même une connexion avec l'ufologie. C'est quelque chose qu'on voit dans l'actualité. Alors, malgré les différences apparentes des pratiques, l'essence du chamanisme est la même partout. Et des concepts trouvés dans le chamanisme se trouvent aussi dans plusieurs écoles initiatiques dans le monde entier, dans toutes les cultures. Les prochains, s'il vous plaît. Les chamans, c'est quelqu'un qui doit être reconnu comme tel par d'autres personnes. Alors, c'est pas moi qui va dire, oh, moi, j'ai décidé d'être chaman. Ça se passe pas comme ça. Ça prend vraiment une pratique. Alors, c'est quelqu'un qui va incorporer cette pratique-là dans sa vie, qui va se servir du chamanisme pour aider tant sa communauté comme toutes les personnes qui cherchent son aide ou qui sont devant lui et qui sentent qu'il peut aider. Alors, c'est vraiment la pratique qui fait en sorte que quelqu'un devient chaman. Mais on peut pratiquer le chamanisme même si on n'est pas chaman, comme la médiumnité.
Toutes les personnes ont cette capacité-là et à partir du moment qu'on apprend ces principes, on peut le pratiquer. Les bons développements de cette capacité, il va être vraiment lié à l'ouverture de la conscience, parce que c'est un travail de conscience surtout, et l'expérience d'âme de l'individu, parce qu'elle va demander une grande capacité de sentir. Il ne faut pas qu'on soit fermé à nos sentiments. Il faut qu'on soit capable de se connecter à notre intuition. Il faut aussi avoir une grande résilience face aux souffrances de la vie, parce qu'on va travailler avec la souffrance, la nôtre propre et celle des autres. Il faut vraiment, les chamans, il faut vraiment qu'ils soient capables de faire face à son ombre. C'est ça qui fait en sorte qu'il peut faire ce travail. Et quand il va travailler avec les autres, il va aussi aider les autres à faire ce travail-là. Alors, il faut qu'il aille vraiment de l'amour et de la volonté d'aider son prochain. La capacité de guérir et d'aider les autres va se développer à partir de ces qualités-là. Parce que sinon, ça serait juste des rituels vides d'essence. Alors oui, on peut prendre notre tambour, prendre les hochets, puis faire plein de choses, mais si on n'a pas les bons sentiments, c'est juste des mouvements qui vraiment n'ont pas de sens et qui ne vont pas avoir vraiment des résultats, à part pour la foi de l'autre personne. Mais il n'y aurait rien du côté de la personne qui se met comme chaman, il n'y aurait rien s'il n'a pas ces qualités-là. Mais il existe malheureusement beaucoup de personnes qui pratiquent le chamanisme avec base seulement l'ego et la recherche des gains personnels. Ça existe comme partout. On le voit aussi avec la médiumnité. Les prochains. Alors, ça serait quoi la différence avec la sorcellerie et est-ce que les chamans peuvent charger pour ces services? Alors, souvent, les deux termes sont confondus. Mais dans le milieu chamanique, pour nous, la sorcellerie, elle décrit vraiment ces pratiques-là qui sont basées sur l'ego et contraires à l'éthique et au respect des autres. Mais ça arrive souvent que les chamans aient appelé des sorciers, les sorciers appelés des chamans, parce que justement, on ne connaît pas ces différences-là. Et comme dans la médiumnité, les connaissances chamaniques peuvent être utilisées pour des mauvaises choses. Parce qu'on peut apprendre à se connecter, mais avec ça, faire vraiment des choses qui vont avoir une influence sur l'énergie de l'autre personne. Okay, là, alors là, ça serait les sorciers. Alors, l'éthique du chamanisme implique qu'on ne fait aucun travail de guérison sans le consentement et la connaissance du receveur. Alors, même pas des traitements à distance, sauf si la personne nous demande et qu'elle est consciente qu'on est en train de le faire. Alors, rien est fait pour entraver les libres arbitres ou pour influencer les décisions de la personne. Même quand la personne est consciente, les chamans ne vont jamais dire à la personne il faut que tu ailles par ce chemin ou par l'autre. Non, il va simplement travailler avec une symbolique puis il va aider la personne à comprendre sa propre symbolique. Alors, il ne doit pas utiliser pour obtenir des avantages personnels, mais il peut avoir sa pratique comme gagne-pain en chargeant de l'argent de façon raisonnable. Quand je parle des avantages personnels, c'est vraiment dans le sens de devenir quelqu'un d'important, d'avoir influence dans la vie de quelqu'un, d'alimenter son ego, d'avoir des positions importantes. Mais les chamans, ce qu'ils font, c'est vraiment un travail. Il utilise son temps et son énergie. Et comme il ne travaille pas avec des esprits comme dans la médiumnité, il peut, oui, charger pour son temps. C'est comme un médecin, dans le fond. Et ce qui fait beaucoup de confusion, c'est que les chamans, il dit qu'ils travaillent avec des esprits. Sauf que les esprits ne sont pas des esprits comme on les connaît. Ce sont des archétypes. Ce n'est pas des esprits avec des personnalités. Je vais parler un peu plus loin de qu'est-ce que c'est ça. Le prochain. Alors d'abord, pour comprendre un peu comment situer le chamanisme, il faudrait comprendre c'est quoi les structures de la réalité selon les chamanismes. Alors, le chamanisme comprend qu'il y a différents mondes. Alors, d'abord, il y a les mondes d'en haut, les mondes du milieu et les mondes d'en bas. Okay? Ceci, ça fait beaucoup de confusion aussi parce qu'on pense souvent, oh, c'est le ciel, l'enfer et la terre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On va avancer.
D'abord, les mondes d'en bas et d'en haut, ils sont en dehors du monde du milieu. Mais ils vont se communiquer entre eux. J'ai mis l'image d'un œil parce que c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le sens. C'est comme si les mondes du milieu, c'est celui dans lequel on vit, est vraiment l'œil. Et les mondes d'en haut, cette partie qui est en haut, la partie qui est en bas, puis vont se communiquer. Ils ne sont pas l'équivalent du ciel et d'enfer, et ils ne sont pas des endroits physiques ou spirituels comme on comprend dans le spiritisme. C'est vraiment à l'extérieur de tout ça. D'abord, les mondes du milieu, c'est ce qu'on appelle des réalités ordinaires. Alors, c'est les mondes tels que nous connaissons dans le spiritisme. Il comprend les mondes des incarnés et aussi les mondes des désincarnés, que nous appelons des mondes des esprits. Alors, ça, c'est juste les mondes du milieu dans les chamanismes. Alors, il comprend tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on trouve dans les mondes spirituels. Alors, les seuils, les colonies spirituelles, les plans spirituels supérieurs. Mais il comprend aussi toutes les planètes, les galaxies, tous les mondes visibles. Tout ça est dans les mondes du milieu. Les chamans, ils ne vont pas chercher des guidances dans les mondes du milieu. Parce qu'il comprend que tous les êtres qui se trouvent dans ce monde sont porteurs d'un ego. Alors, si il s'agit des esprits malveillants, ils vont avoir tendance à induire au mal. Même s'ils sont bienveillants, comme par exemple les guides spirituels avec qui on travaille dans le spiritisme, ils trouvent qu'ils peuvent se tromper des bonnes fois. Les chamanistes comprennent que ces esprits-là ont envie d'aider, puis ils travaillent parfois avec eux, mais ils ne vont pas chercher une guidance dans ces mondes-là. Parce que justement, il y a encore un attachement quelconque si les esprits vivent dans les mondes du milieu. Mais il peut travailler avec ces esprits-là dans des travaux de guérison, très semblables à ce qu'on fait dans l'espiritisme, et très semblables à ce qu'on fait aussi dans l'Umbanda, où on travaille avec des esprits qui sont très proches de la nature pour des guérisons. Alors, normalement, dans les mondes du milieu, on va voir certains travaux spécifiques. D'abord, on peut aller dans les mondes du milieu pour communiquer avec des esprits de la nature. Par exemple, pour une maladie, pour comprendre c'est quoi les propriétés des plantes. Alors, c'est comme ça que les chamans connaissent les plantes. Tu sais, ils n'ont pas fait des études scientifiques comme on fait aujourd'hui, mais si on regarde dans toutes les cultures anciennes, les chamans, ils savaient exactement quelles plantes pouvaient guérir quoi. Comment les chamans, c'est ça? Ils font des voyages chamaniques pour, d'abord, s'il a besoin d'une guérison, d'une plante pour une guérison spécifique, il peut faire un voyage pour aller trouver cette plante-là. Le voyage va le guider vers la plante spécifique, ou il peut être devant une plante quelconque, puis faire un voyage pour comprendre ses propriétés. Il fait aussi ce qu'on appelle les passages d'âme. Moi, quand je commençais à étudier le chamanisme, je pensais que c'était la même chose qu'on faisait dans les travaux d'assistance spirituelle et des obsessions, mais ce n'est pas. Et alors, les chamans vont dans les mondes du milieu pour guider une âme désincarnée qui se trouve au monde d'en haut ou d'en bas, qui ne sont pas les mondes spirituels. L'âme, elle se trouve déjà dans les mondes spirituels. Elle peut être dans un endroit qu'on appelle comme les seuils, ou elle peut même être dans un endroit comme une colonie spirituelle, peu importe. Tout ça est dans les mondes du milieu. Mais les chamans vont là-dedans pour guider cette âme à sortir de là, aller dans un de ces deux mondes. Il va aussi faire la récupération des morceaux d'âme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est reconnecter des parties dissociées de la personnalité. Alors, dans notre vie, nous vivons tous des expériences traumatiques. Certaines personnes plus que d'autres. Alors, quand il y a une expérience traumatique, on a une dissociation. Alors, il y a des personnes qui ont des dissociations très graves, arrivant même à avoir des multiples personnalités. Dans l'espiritisme, parfois, on peut trouver qu'il s'agit de l'obsession, des esprits qui sont là, mais les chamanistes comprennent ça comme des parties de la même personne qui se sont divisées pour pouvoir faire face au trauma qu'elles ont vécu. Alors, la personnalité se divise il y a une partie qui reste avec les traumas, il y a une autre partie qui reste fonctionnelle. Et nous avons, selon le chamanisme, il comprend que nous avons des multiples dissociations, même si elles sont légères. Et il y a aussi ce qu'on appelle des formes pensées.
qui sont créées par notre pensée, elle crée. Alors, quand on pense trop à certaines choses, on peut créer comme certains personnages. L'espiritisme aborde ça un petit peu, malgré que c'est quelque chose qui n'est pas trop étudié, mais il y a plusieurs livres au Brésil qui parlent de ça. Les chamans vont dans le monde du milieu pour faire aussi l'extraction, qu'il appelle. C'est déconnecter des énergies négatives et parasites des corps subtils. Alors, c'est un travail de guérison qui se passe directement sur les corps spirituels. Ça, c'est très semblable au travail spirit, des passes ou des passes magnétiques pour la guérison. À la différence qu'il est chaman, il fait ça vraiment comme c'était un voyage chamanique en fusion avec les animaux du pouvoir. Alors, il va vraiment voir qu'est-ce qui est là. Il va l'enlever, puis il va faire un travail de remplacer ça avec d'autres choses, parce que tout ce qui reste vide peut être rempli à nouveau. Alors, il va remplacer ça avec des énergies positives. Et ce qui ressemble plus à ce qu'ils ont fait dans l'espiritisme, c'est ce qu'ils appellent dépossession. C'est le seul moment où il va y avoir une incorporation, parce que sinon, tout se fait dans un voyage chamanique. Alors, ce sont des âmes qui sont désincarnées, qui sont attachées, désincarnées. Alors, normalement, c'est la personne obsidiée elle-même qui va faire l'incorporation. Et les chamans parlent en étant fusionné avec son animal de pouvoir. Il va parler avec cette âme-là pour faire ces passages d'âme dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas. Voilà. Alors, les voyages chamaniques, ils servent surtout à chercher des réponses, ou savoir comment guérir une personne, comment comprendre une situation. Alors, les chamans, quand ils font ces voyages, ils vont toujours dans les mondes d'en bas ou dans les mondes d'en haut. Les guides qu'il va trouver dans ces mondes-là, comme je disais, il va les nommer des esprits, mais ce n'est pas des esprits comme nous comprenons. Ce sont des archétypes qui n'ont pas de personnalité ou d'ego. Quand il va faire ces voyages-là, il ne va pas choisir s'il va en haut ou s'il va en bas. Simplement, il met son intention, il commence les voyages, et là, il va se sentir attiré, soit par les mondes d'en haut et d'en bas, ou d'en bas. Les deux mondes peuvent apporter la réponse qu'ils cherchent. Alors, disons, si deux personnes voyagent pour la même raison en même temps, ça se peut qu'une va en bas, l'autre va en haut, puis les deux vont trouver des bonnes réponses à la situation. Ces réponses-là sont toujours données de façon symbolique et non directe. Alors, soit par des images, comme en film, comme des sentiments. Ça se peut des fois que ce sont des mots, mais c'est toujours des mots qui ont un caractère symbolique. Et par la suite, les chamans vont traduire ça et ça aide à comprendre leur signification. Souvent, pendant un voyage chamanique, il va y avoir des guérisons qui vont avoir lieu, des guérisons sur le propre chaman. Ça peut être demandé ou ça peut juste se passer de façon inattendue. Alors, qu'est-ce que c'est les mondes d'en bas? Le monde d'en bas fait partie de ce qu'on appelle des réalités non ordinaires. Alors, il est surtout l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Alors, les mondes d'en bas, ce sont des parties de notre psyché qui échappent à notre conscience. Alors, on va trouver là-bas tous les désirs refoulés, les souvenirs, toutes les pulsions qui vont influencer nos comportements, nos émotions et nos rêves. On va avoir contact avec ça. Il y a aussi tout ce qui est l'inconscient collectif. Alors, ce qui est partagé par tous les humains, qui contient beaucoup de symboles, des mythes, tous les archétypes universels, de notre propre expérience, de l'expérience ancestrale, qui vont aussi influencer nos pensées, nos comportements. C'est comme une espèce de mémoire collective, mémoire universelle, qui relie tous les individus à travers toutes les cultures et toutes les époques. Quand on va dans ces mondes-là, les guides, la plupart du temps, vont se présenter comme des animaux, mais pas obligatoirement. Ils peuvent prendre des formes humaines aussi. Ils peuvent aussi se transformer, comme par exemple, on peut arriver là, puis là, on voit une espèce de vieille sorcière. En passant dans ces mondes-là, on peut voir des figures qui ont l'air, qu'on pourrait considérer comme méchants, mais qui ne le sont pas. Alors, comme une sorcière, ou peu importe qu'est-ce qu'on trouve là-bas, un serpent, tu sais, c'est toujours des archétypes positifs, ils ne sont jamais négatifs.
Alors, par exemple, on peut trouver une sorcière, puis cette sorcière peut se transformer en cerf pendant qu'on parle. Ça se passe, dépendamment de qu'est-ce qui se passe dans ces voyages-là, de qu'est-ce qu'ils peuvent et veulent passer comme message. Quand on va dans les mondes d'en bas, les messages reçus sont souvent des caractères personnels, mais ils peuvent s'appliquer généralement à des situations universelles. Dans les mondes d'en haut, il fait aussi partie de la réalité non ordinaire. Mais les mondes d'en haut, c'est surtout les mentales supérieurs. Alors, les mondes d'en bas, c'est les mentales inférieurs et les mondes d'en haut, les mentales supérieurs. Alors, c'est quoi? C'est un état de conscience élevé, connecté à l'intuition, à l'âme, au soi. On sent vraiment un sentiment de paix intérieure, de clarté qui va au-delà des préoccupations de l'ego. Nous-mêmes, quand on va, on se sent comme ça. Il y a une connexion avec une sagesse et compréhension profonde, l'intuition, des perceptions des niveaux supérieurs qui viennent de l'esprit de notre essence et du divin, de Dieu, de comment on veut appeler ça. Et les pensées, les visions qu'on a, c'est vraiment distinct des pensées normales qu'on a. C'est comme si on contactait une espèce de sage intérieur. Un observateur qui sait, qui comprend la réalité, qui sait ce qui est juste, et c'est généralement une guidance non verbale. À haut, on peut parfois rencontrer des animaux, mais plus souvent, on va rencontrer des formes humanoïdes ou mythiques, comme par exemple, on peut rencontrer un centaure, on peut rencontrer un unicorne, peu importe, un dragon, mais c'est toujours des figures symboliques, c'est vraiment des archétypes. Alors, les messages qu'on reçoit sont souvent des caractères universels, mais ils s'adressent à des situations particulières qu'on est en train de chercher la réponse, pour lesquelles on cherche. Alors, qui sont les guides dans les chamanismes? Normalement, on va parler des animaux de pouvoir, mais dans le fond, ça peut tant être un animal comme ça peut être une plante, ça peut être une roche, ça peut être un type d'arbre, ça peut être n'importe quoi qui existe dans la nature. Alors, ce sont vraiment des symboles, des archétypes et non des esprits comme on pense. C'est vraiment des forces. Alors, comme par exemple, un serpent, il peut symboliser la transformation parce qu'il change de peau. Il a beaucoup d'autres forces, pas juste celle-là, mais ça, c'est une de ses grandes forces. Un ours, ça peut symboliser la force de protection. Un jaguar, il peut nous donner la force pour aller confronter notre propre ombre. Alors, c'est vraiment des forces à laquelle on se connecte. Puis quand on rencontre ces esprits, entre guillemets, dans les mondes d'en bas ou d'en haut, ils méritent toujours la confiance. Vous savez, dans l'espiritisme, moi, j'ai toujours entendu, oh, si on parle avec un esprit, il mérite la confiance. Dans l'espiritisme, on apprend non, c'est pas comme ça, tu sais. Mais j'ai compris d'où viennent ces concepts-là en travaillant avec les chamanismes. Parce que quand on va dans les mondes d'en haut, d'en bas, oui, ils méritent la confiance, mais ils ne sont pas des esprits. Puis les messages qu'ils donnent ne sont pas des messages qu'on reçoit comme on reçoit des esprits. Tu sais, c'est vraiment de la symbolique. Et ils nous donnent une symbolique pour que nous, on interprète. C'est surtout ça. C'est vraiment, il n'y a pas d'ego là-dedans. Alors, c'est pour ça, comme ces animaux, ces archétypes, ils ne sont pas des esprits, c'est pour ça que les chamans, ils n'est pas un médium, parce qu'ils ne se connectent pas à un esprit comme on connaît. Il y a des animaux de pouvoir qui vont être toujours avec les chamans. Normalement, les chamans ont un animal gardien et d'autres pour des travaux spécifiques, comme par exemple un est spécifique pour les travaux de récupération des bouts d'âme, l'autre pour les passages d'âme. Et il peut avoir aussi des alliés des pouvoirs pour des travaux spécifiques. Par exemple, il va faire un travail de guérison sur quelqu'un, puis voit apparaître un animal quelconque avec lequel il ne travaille pas habituellement, mais cet animal se présente. Alors, il comprend que cet animal s'est présenté parce que ce travail de guérison a besoin de la force de cet animal spécifique. Et en passant, les animaux, ce n'est pas un animal, c'est ces chiens-là que j'ai connus dans mon enfance. Non, c'est les chiens, si c'est un chien qui se présente, c'est les chiens représentants de tous les chiens.
Voilà. Prochain. Alors, comment ça se passe les travails avec ces guides? Souvent, dans un voyage chamanique, ils vont nous accompagner, mais on peut aussi avoir une fusion avec eux. Cette fusion, normalement, on le fait quand on va, ça peut se passer dans les mondes d'en haut ou d'en bas, mais surtout quand on va dans les mondes du milieu. Les chamans, ils ne vont jamais dans les mondes du milieu sans être fusionnés avec ces guides pour protection. Et cette fusion, alors c'est ça, elle est essentielle pour travailler dans les mondes du milieu. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle une métamorphose pour un travail de guérison plus profond. Une métamorphose, c'est une fusion plus profonde. Ce n'est pas tous les chamans qui font ça. Normalement, il faut avoir vraiment une intimité très profonde avec l'animal de pouvoir ou l'archétype, ou peu importe, avec lequel il va travailler. Il peut faire une pratique spécifique pour ça, mais normalement, ça se passe, c'est quand plus les chamans travaillent, plus la fusion devient une métamorphose. C'est pas la différence, c'est plutôt quand on fait une fusion, on se sent comme nous-mêmes et on sent la connexion avec l'animal des pouvoirs. Quand on fait une métamorphose, on sent comme si on était devenu l'animal pour faire le travail. C'est vraiment une question de profondeur. Alors, comment ça se passe les travails chamaniques? D'abord, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'un cercle chamanique. Ça, c'est très semblable à, dans l'espiritisme, on fait toujours, comme on a fait aujourd'hui, on a fait la prière, on fait la connexion avec l'équipe spirituelle. Surtout si on fait un travail de médiumnique, on va faire cette connexion-là, on travaille avec une équipe spirituelle. On fait tous les développements médiumniques pour développer cette connexion avec l'équipe avec laquelle on va travailler. Alors, dans le chamanisme, c'est semblable, sauf que ça se présente différemment. Alors, les cercles chamaniques, tu peux rester dans les cercles chamaniques, on peut le faire sans rien. Okay? On n'a pas besoin d'aucun outil, mais normalement, on va utiliser les hochets, les tambours, on va brûler les foins d'odeur, ou ça peut être d'autres choses. Et alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va brûler les foins d'odeur, puis on va remercier les anciens pour avoir apporté cette connaissance jusqu'à nous. Puis on demande leur aide pour qu'à travers nous, cette connaissance puisse traverser au moins cette autre génération. On va remercier les esprits des lieux, puis encore là, les esprits, c'est des archétypes, ce n'est pas des esprits, mais ça peut être n'importe quoi qui est présent aussi sur l'endroit où on se trouve. Après ça, on va saluer les 4 éléments. Alors, feu, terre, air et eau. On les salue en comprenant c'est quoi l'influence qu'ils ont sur notre vie, c'est quoi leur pouvoir, comme pouvoir de transformation, de régénération, de nettoyage. Après ça, on va se connecter aux 7 directions. Alors, nord, sud, l'est, ouest. Normalement, on fait ça avec un hochet. Et dans chacune de ces directions-là, là, c'est juste 4. Je vais dire après c'est quoi les autres. Mais chacune de ces directions-là, il y a des archétypes différents qui se présentent à notre vision. Alors, normalement, il y en a qui sont habituels de chaque direction, mais ça se peut que pour chaque cercle chamanique, des archétypes différents se présentent. Puis souvent, ils ont à voir avec les travaux qu'on va réaliser. Alors, après ces 4 directions, les autres directions, c'est ciel et terre. On se connecte aussi aux 2. Et la 7e direction, c'est notre âme. Alors, on finit avec cette connexion avec l'âme, puis à la fin, on va jouer du tambour pour comme boucler les tout. Alors, les prochains. Alors, ce sont les outils de travail du chaman. Les tambours, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, pour les voyages chamaniques, les chamans, ils voyagent avec les tambours. Les tambours, il y a les pouvoirs de nous mettre dans un état de transe, ce qu'on appelle des ondes θ du cerveau. Un état qui facilite les voyages. C'est l'état dans lequel on doit voyager pour qu'on puisse voir ce qu'on va voir dans les voyages chamaniques. Les tambours, ils servent aussi à la guérison. C'est une vibration. Hein. Déjà, en jouant
dans les rythmes du cœur, ça sert à calmer. Et c'est un des plus puissants outils du chaman, vraiment. Si jamais on n'a pas le tambour, on peut toujours utiliser comme juste taper sur notre poitrine, ça fait les mêmes effets. Mais le tambour, par sa sonorité, il est vraiment les plus puissants outils des guérisons et des connexions. Les hochets, c'est la même chose, ça travaille de façon un peu différente. Les hochets, ça sert surtout à casser les énergies dans un travail. Des guérisons, on va d'abord comme le faire autour de la personne pour casser tout ce qui est énergie qui est imprégnée. On peut le faire comme dans le sens inverse du montre pour enlever ces énergies. Et après qu'on fait le travail, on va le faire dans le sens du montre pour comme fermer, fermer l'énergie de la personne pour la protéger. La voix, c'est un outil très important aussi. Le chaman, normalement, il va chanter. Ça peut être des mots qui sont particuliers, lui. Normalement, c'est des mots qui ne font pas de sens. Ou juste des sons qui ne font pas de sens non plus, mais la vibration de la voix, elle guérit aussi et elle aide à connecter. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des outils sonores. Puis il y a les outils sensoriels qui est symbolique, qui c'est quand on brûle des herbes ou on utilise des morceaux de n'importe quoi, des bois et tout pour boucler des travails de guérison. Okay, on avance. Je vois l'heure, je pense qu'on a commencé un peu en retard, mais je vais essayer de courir un peu aussi. Alors, c'est quoi le voyage chamanique? C'est vraiment, c'est voir dans les noirs. Normalement, on voyage avec les yeux bandés, on est dans les ondes θ du cerveau. On voyage avec les tambours, c'est un voyage de la conscience. Les substances hallucinogènes ne sont pas nécessaires, malgré qu'elles sont parfois utilisées dans certaines cultures. On voyage en dédoublement ou un voyage mental si on va dans les mondes du milieu. Mais si on va dans les mondes d'en bas ou d'en haut, c'est vraiment un voyage de la conscience. Les voyages ont normalement une durée de 10 à 12 minutes, mais ils peuvent être plus longs. On peut voyager dans les temps, on peut aller dans le futur. On peut aller, comme par exemple, dans les exercices que j'ai faits, on a déjà voyagé 7 générations dans le futur pour voir comment était la Terre. J'ai déjà fait des voyages pour les minutes après ma mort. On peut faire des voyages comme ça. Toujours accompagné des personnes qui ont la connaissance aussi. Mais on peut voyager dans le passé pour guérir, par exemple, nos lignages ancestrales. On peut faire, dans un voyage chamanique, l'interprétation des rêves. On peut faire ce qu'on appelle des démembrements, c'est comme la mort du chaman dans un voyage, des milliers de façons différentes. Et sa reconstruction en énergie nouvelle, faite par les animaux de pouvoir. On peut voyager pour soi ou pour les autres. On peut voyager seul ou avec les receveurs. Normalement, dans la thérapie chamanique que j'ai faite, c'était comme ça. On voyageait ensemble. Les thérapeutes chamans rentraient dans mon champ pour comprendre qu'est-ce que j'étais en train de voir. Puis souvent, on parlait après, puis ça se complémentait, nos visions différentes. Les chamans, ils vont danser aussi souvent. Alors ça aide la connexion avec les corps subtils et avec les mondes non ordinaires. Et les travails chamaniques a le pouvoir aussi d'avoir des effets sur la nature. Vous avez déjà entendu sûrement parler de faire pleuvoir ou des choses comme ça. Ça existe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça, mais ça existe. Tout est connecté dans le fond. De la même façon que la nature a des effets sur nous, nous aussi, on peut avoir des effets sur la nature. Les messages reçus ont toujours un contenu symbolique. C'est toujours vision, interprétation. On va recevoir des réponses par rapport à nos questions ordinaires. On voyage toujours avec une question, mais cette question peut être tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? On fait les rituels pour fixer la guérison. On va partager l'interprétation avec les receveurs. Alors, c'est un grand outil d'auto-guérison parce que ça promouvoit l'autoconnaissance. Plus on fait des voyages chamaniques, plus on va voir des aspects de nous-mêmes qui étaient inconscients. On va travailler vraiment des questions qui nous perturbent. Alors, on va chercher des réponses pour ça. Alors, avec ça, on a une compréhension plus élargie de nos problématiques, une vision plus claire des solutions aussi. Peu à peu, on développe une connexion plus profonde avec notre connaissance, avec l'intuition. On développe aussi notre perception et paranormalité. Et c'est surtout un grand travail de confrontation, résignification de notre ombre, de tout ce qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes. Alors, c'est vraiment des réponses qui parlent à l'âme et non à l'ego.
Alors, de la même façon, ça sert pour la guérison des autres, de la collectivité et de la planète. Euh, Quand on travaille avec une autre personne, c'est très important qu'il y ait le fait qu'il y a aussi une responsabilisation du receveur dans sa guérison. Euh, et on fait aussi un travail de rêver les mondes. Ça vient d'une culture Hopi en Afrique, mais ils font, mon professeur chaman ici du Québec, elle aime faire cette pratique-là à la fin de tout travail chamanique. Alors, qu'est-ce que c'est? On se met ensemble, on se donne la main, puis on imagine les mondes guéris. Alors, on fait ça, puis quand on réussit à avoir cette vision-là, on commence à chanter, puis on fait ça pendant quelques minutes. Alors, ça aide pour que notre monde se transforme. Et bon, des points importants à comprendre par rapport au chamanisme, c'est qu'il a été persécuté partout au monde. Alors, ça donnait naissance à beaucoup de préjugés, méconnaissances et généralisations. C'est qu'on interprète comme des rituels, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est vraiment quand on est dans la pratique, qu'on peut commencer à avoir la compréhension. C'est pas juste une pratique culturelle, mais c'est surtout un outil de guérison et d'auto-guérison. Les mondes d'en bas et d'en haut ne sont pas l'équivalent des ciel et enfer. Fusion n'est pas incorporation. L'échappement n'est pas alors un médium. Il ne va pas consulter des esprits désincarnés, sauf s'ils ont fait un passage d'âme. Alors, ça se peut que dans un monde d'en bas ou d'en haut, il va rencontrer un personnage, quelqu'un qu'il a connu dans sa vie. Mais s'il rencontre dans ces mondes-là, il suppose que cette personne a passé, elle n'est plus dans l'ego. Elle est revenue à la source divine. Et les messages que cette personne-là va passer sont ont les mêmes caractéristiques que les autres animaux de pouvoir et tout. C'est jamais des choses qui ont un lien quelconque avec l'ego. Il fait pas des sacrifices d'animaux. Ça, c'est un mélange des sorcelleries. Alors, il y a certaines pratiques qui font ces sacrifices-là et qui s'appellent du chamanisme, mais dans le fond, c'est la sorcellerie. Mais il y a certains processus initiatiques chamanes où il y a vraiment un respect pour l'animal où ça s'est fait. Mais ça, c'est vraiment dans les cultures anciennes, ce n'est pas dans le chamanisme actuel. Les travaux de divination, c'est juste à interpréter et comprendre des symboles, mais pas pour indiquer un choix. Et c'est une symbolique surtout à être comprise et ressentie. Alors, c'est ça, les substances hallucinogènes ne sont pas essentielles ni nécessaires. Les animaux de pouvoir ne sont pas considérés comme des dieux. Alors, par exemple, dans le chamanisme, tous les travaux qui se fait avec les soleils, la lune, ce n'est pas parce qu'ils prennent ces astres-là comme étant la divinité elle-même, mais ils comprennent que ce sont des représentants de la source divine et ils travaillent avec la force de ces astres-là, avec ce qu'ils représentent. C'est pour les chamans, notre état original, c'est un état de guérison. Alors, quand on est malade, on a sorti de cet équilibre et le travail de guérison chamanique, c'est un travail pour retourner à notre état original. Alors, c'est ça, la connaissance est apprise par l'expérience, on ne peut pas traduire avec exactitude par les mots. Et ce n'est pas une pratique primitive, mais surtout une connaissance profonde de notre nature et de la nature de la réalité. Comparant le spiritisme avec les spiritualités anciennes et actuelles, en dehors des religions, on trouve beaucoup des points similaires. Aujourd'hui, il y a des notions spirituelles qui se répandent vraiment beaucoup, faisant la convergence des connaissances et expériences des sources diverses, mais libres d'attache avec les religions. Ça rejoint beaucoup les contenus des écoles initiatiques et il y a beaucoup de points où ils sont en accord pour une vision semblable de la réalité. Alors, selon ces visions-là, la conscience, elle se manifeste dans les mondes que nous connaissons pour vivre des expériences. Alors, la conscience est quelque chose qui vient d'en dehors de ce que nous connaissons comme les mondes du milieu. Alors, pour venir avoir des expériences ici, elle va se servir des structures qui vont inclure les corps physiques et les corps subtils, chacun avec des fonctions spécifiques. L'interaction entre ces corps va créer une identité fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle l'ego, qui va avoir des expériences individuelles en interaction avec les milieux et les autres consciences. Alors, l'ego,
ça serait l'interaction entre les mentales inférieures, les corps astrales et les corps physiques. Et il va transformer les pensées, les émotions, les pulsions et tous les stimuli qu'on reçoit et les perceptions individuelles, fonctionnant comme un blocage pour la conscience, fonctionnant comme un pont ou un blocage pour la conscience qui est ancorée dans le champ. Alors, nous, ici, on serait, comme il y a une conscience plus grande, puis on sert des véhicules pour cette conscience. Alors nous, notre ego, c'est un véhicule pour cette conscience-là. Alors si l'ego, il est bien intégré, il est sain, la conscience va pouvoir utiliser cette identité personnelle sans perdre sa connexion. La connexion avec les moi supérieurs, la perception ampliée. Et après la mort, elle va retourner à la source au lieu de réincarner. Elle peut revenir dans les mondes du milieu, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment selon son choix, selon les expériences qu'elle veut vivre. Mais si l'ego a des limitations, des attachements, des peurs, des désirs compulsifs, des conflits, des pulsions denses, des choses non résolues, là, il va y avoir une distorsion de la perception, l'ego va rester limité, et c'est là qu'on va réincarner sans revenir à la source, jusqu'à temps qu'on ait résolu toutes ces choses-là. Alors, il y a une notion de temps qui est non linéaire aussi. Alors, selon ces visions-là, et aussi dans le chamanisme, on n'a pas des vies passées. Ce qu'on a, c'est des vies parallèles. Parce que les temps, en réalité, ils n'existent pas. Il y a aussi les livres rouges de Jung. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est ce qui... bon, vous connaissez Jung, c'est un médecin psychiatre suisse qui a vécu entre 875 et 961. Alors, il est fondateur de la psychologie analytique. Puis, un de ses ouvrages qu'il a écrit entre les années 1913 et 1930, mais qui a été publié seulement à partir de 2009, un de ses ouvrages ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail chamanique. Alors, pour faire ces livres-là, il a travaillé beaucoup avec ses rêves et ses fantasmes. Il a vraiment fait un voyage à l'inconscient, dans les profondeurs de son propre psychisme. Alors, il dit dans ses propres mots, « Cela paraîtra une folie à un observateur non averti. Cela aurait pu, en effet, en devenir une, si je n'avais pu indiguer et capter la force subjugante des événements originels. » Alors, ce qu'il a fait dans ces livres-là, c'est exactement ce qu'un chaman fait dans les voyages chamaniques. Ces livres existent en forme texte, mais si jamais vous réussissez à voir la forme avec images, c'est fantastique, il y a des images superbes. Et alors c'est ça, il y a eu du contact avec des personnages de l'imagination, la mythologie et tout. Les noms originaires de ces livres-là, c'est Liber Novus, qui veut dire nouveau livre. Mais ça raconte l'histoire d'un homme qui a perdu son âme et part à sa recherche. Alors, c'est vraiment l'histoire de la réconnexion avec son âme. Alors voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés de faire la recherche sur ça. Et pour finaliser, la relation avec l'espiritisme, comparativement, alors, le chamanisme, il n'est pas le précurseur ni est remplacé par l'espiritisme. Parce que l'espiritisme, il ne va aborder qu'une partie des connaissances chamaniques qui est le monde du milieu. Mais l'espiritisme a beaucoup approfondi la connaissance du monde du milieu. Vraiment, avec tous les travaux qu'ils ont fait, de la connaissance des esprits, la connaissance du seuil, des colonies spirituelles, tout ce qui existe dans le monde spirituel, ça n'a pas été... Les chamans, ils connaissent à travers ces voyages, alors ils développent son expérience peu à peu, mais il n'y a rien comme tel qui était fait dans le chamanisme, comme tous les ouvrages qui existent, qui ont vraiment étudié à fond les mondes spirituels. Il ne va pas utiliser la médiumnité, sauf pour ce qu'il appelle la dépossession. Alors, c'est l'incorporation généralement par la personne obsidiée. Il y a une différence entre être incarné et désincarné et ce que le chamanisme appelle l'esprit, qui sont les archétypes trouvés dans les mondes d'en haut et d'en bas. Même s'ils peuvent prendre la forme des personnes connues, ce n'est pas la même chose qu'esprit désincarné. Alors, ces esprits-là, ces archétypes sont vraiment une représentation de la source universelle qui est Dieu, qui peut prendre différentes formes, sans personnalité et sans ego. Alors, en donnant cet autre sens au mot esprit,
c'est là que vient la différence de la confiance que les chamanismes donnent à ces représentations-là, dans les faits qui sont toujours positifs, peu importe la forme qu'ils prennent, versus les spiritismes et toutes les soins qu'on doit avoir pour... merci Rodrigo. Je vois qu'il doit quitter. Mais c'est ça. Alors, c'est ça la grande différence. Quand l'esprit spiritisme dit qu'il ne faut pas faire confiance aux esprits, c'est vrai, mais c'est juste qu'ils ne parlent pas de la même chose. Alors, c'est ça. Quand on dit l'au-delà, les mondes des esprits, quand on dit ça dans les chamanismes, on n'est pas en train de parler de la même chose que dans les spiritismes. On avance. On est vraiment dans les derniers diapos. Aussi, dans les travaux chamaniques, on va constater les présences d'esprits malfaisants ou attachés. C'est ce qu'on appelle l'obsession dans les spiritismes. Mais on trouve surtout, bien plus souvent, des formes pensées ou des bouts d'âme perdus. Le spiritisme a très peu développé ces concepts. Il parle des formes pensées, mais il n'aborde pas vraiment les sujets de la dissociation. Alors, il n'y a pas cette différence qui est faite dans les travaux médiumniques, ni dans les réflexions à propos de la désobsession. Alors, on apprend dans les chamanismes que souvent, c'est des parties dissociées de nous, qui souvent sont comme... C'est ces parties-là qui nous perturbent, tandis que dans l'espiritisme, on va trouver que c'est un esprit obsesseur. Ça, juste pour faire en parenthèse, je fais un travail en thérapie avec, je ne sais pas si vous connaissez, les Internal Family Systems. C'est un psychologue qui s'appelle Richard Schwartz, si je ne me trompe pas, qui il fait un travail très intéressant avec la dissociation. Et c'est la même chose qu'il trouve avec la science, est en train de démontrer ça, puis démontre aussi l'existence des esprits guides et des esprits obsesseurs. Il fait vraiment un travail très intéressant. En tout cas, revenant, les chamanismes fait le nettoyage des parasites divers. Alors ça, c'est très semblable au passe spirit, au traitement magnétique. Il y a la participation et la conscience du receveur, tandis que les spiritismes ont fait souvent du travail pour d'autres personnes qui ne sont pas conscientes de ces travails-là. Pour le chamanisme, c'est important parce qu'il travaille aussi sur les croyances, sur les corps subtils, sur les blessures. Il y a besoin de la participation de la personne pour co-créer la guérison. Il y a un accueil et resignification de l'ombre versus la réforme intime. Dans le fond, ça devrait être la même chose, mais souvent dans l'espiritisme, je pense à cause de l'héritage des religions, on va avoir tendance parfois à réprimer ce qu'on considère comme étant négatif. Alors on n'y travaille pas, tandis que ça reste là. Et dans le chamanisme, non, on va l'accueillir, puis on va le transformer, considérant que ce sont des parties importantes de nous, qui ont quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous apporter, et qui ne peuvent être guéries que s'il y a cet accueil-là. Pour les chamanismes, une âme qui reste dans les mondes du milieu, même si elle est dans les plans supérieurs, elle a encore de l'ego et n'est pas alors une âme libre. Les chamanismes ne vont pas nier la réincarnation, mais ne voient pas ça comme étant le destin d'une âme libre. C'est une âme qui est encore prisonnière d'attachement au monde du milieu. Alors, ils voient l'incarnation dans les mondes du milieu pas comme une évolution, comme on voit dans les spiritismes, mais plutôt comme une expérience. Ils voient cette évolution étant comme seulement l'évolution de l'ego versus le retour à la nature divine de l'essence. Alors, l'ego va évoluer jusqu'à qu'il comprenne qu'il fait partie de la source divine et qu'il n'a plus besoin de la réincarnation. Alors, c'est ça. Après la mort, pour le chamanisme, il y a les passages d'âme, le retour à la source divine. Et alors, la réincarnation constante, ça serait comme la manutention de l'ego. Ça va se passer seulement tant qu'il y a des attaches à la souffrance, à la possession, au pouvoir, à la peur, aux croyances, etc. Et je pense que c'était les derniers. Voilà.